Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre donc de notre saison 4 pour Débat court. Nous avons le plaisir de retrouver un homme point méconnu, Jules Badarani. Bonjour Jules. Bonjour Albéric. Alors toujours heureux dans ton entreprise. Un peu de pub? Oh oui, non. Il y a déjà le logo. Il y a déjà le logo. Très bien. Alors Jules, bien évidemment, en raison du thème que nous avons, c'est normal que je t'invite. Merci. On va en parler tout de suite. Rose Fischer qui nous revient avec ce fameux témoignage que j'annonce depuis déjà 2 émissions. Et là, aujourd'hui, nous allons vous avoir, on va t'avoir, Rose, avec grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté de rester sur le plateau. Avec plaisir. Tarek, encore lui. Encore. Tarek Sardi. L'irréductible. Parce que Tarek Sardi fait partie des spécimens du même genre que nous tous. Pour ma part, j'ai eu un parcours scolaire assez atypique, mais j'ai quand même réussi à tenir à l'école. Quand même, j'ai été assez contrôlé. Mais tu as tenu des écoles. Et j'ai même tenu après des écoles. J'aimais tellement pas l'école que j'en ai fait ma vie. Voilà. On dit souvent que les pires élèves deviennent les meilleurs professeurs. Eh ben je suis même directeur, donc c'est dire combien j'étais comme élève. Voilà. L'autodidacte et le parcours scolaire. Nous avons 3 personnes ici sur ce plateau qui ont de très belles histoires à nous raconter. Loin de moi de dévaloriser un parcours scolaire. Mais il est vrai qu'il n'est point adapté, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, notamment dans les saisons 2 et 3, tout spécifiquement, en redonnant cette image incroyable qui a d'ailleurs servi d'illustration caricaturale, un professeur devant un lapin, un éléphant, un poisson, un pingouin, un singe, et qui leur dit, à la fin de l'année, vous serez tous montés sur cet arbre. Voilà. Est-ce que nos programmes scolaires qui souffrent de réformes permanentes en raison des successions des ministres de l'Éducation nationale quand ils font un travail efficace, entre parenthèses, et surtout qu'ils ne s'en servent pas comme tremplin pour devenir Premier ministre? La chose est dite. En ce qui concerne Jules, nous allons commencer par toi, Jules. Bien sûr, on va pas vous entendre faire que seulement votre témoignage, mais on va se servir un peu brièvement de votre parcours à chacun, et on partira bien évidemment sur un débat. Alors Jules, autodidacte. Oui. À partir de quel moment ça commence à dérailler? Il y a besoin de quelque chose. 12-13 ans. 12-13 ans. Donc tu es en combien à ce moment-là? Tu es en France? Non, je suis au Liban. Au Liban. J'habite au Liban après le divorce de mes parents. Je me réfugie dans la photo. École française ou pas? Alors j'ai eu les deux. J'ai eu une école en français, mais avec un programme libano-français, et après la mission laïque française, donc le grand lycée franco-libanais de Beyrouth, où là programme français, mais on note quand même des différences avec le programme français en France. Déjà les professeurs sont pas les mêmes. Ouais. Je n'en dirai pas plus. Mais et la pédagogie non plus. La pédagogie est relativement différente. Alors en même temps, c'est intéressant ton témoignage, parce que vous tous qui avez été par exemple expatriés avec vos parents qui avaient une vie professionnelle à l'étranger, vous avez peut-être connu des écoles comme... Moi j'ai eu la chance de ne pas être expatrié, de parents diplomates ou autres, parce que je suis resté 10 ans au Liban. Oui. Un expat diplomate, c'est 3 ans, 3 ans, 3 ans. T'étais né en France ou au Liban, toi? Aucun des deux. Okay. C'est encore une autre histoire. Bon, donc on va pas s'éterniser. On revient à 13 ans. Donc je suis rentré dans tout ce qui était photo, etc. Et l'école dans laquelle j'étais, le lycée français, m'a permis de développer ça avec l'option audiovisuelle. C'est l'avantage des écoles privées. Et cette option audiovisuelle qui m'a vraiment libéré, qui me donnait envie de rester à l'école. Pour l'instant, ce que je voudrais savoir, Jules, c'est t'as 13 ans, tu es dans un cursus de classe, l'équivalent de la 5e, 6e, ou t'as déjà redoublé plusieurs classes, t'es en difficulté scolaire? J'ai redoublé une fois, mais ça c'était...
Oui, Tu décides de quitter tout, tu demandes déjà une orientation du coup. Oula, non, pas du tout. Non, je dormais au fond de la classe et puis c'est tout. Et t'attendais que ça se passe. Oui. Bah, comme tout élève qui n'a pas envie d'être en cours parce que c'est ennuyeux. Rose, toi, tu vas avoir la première difficulté dans ton histoire scolaire à quel moment? J'ai 12-13 ans aussi. Pareil. Ouais, en Donc tu es à peu sixième. près. Est-ce qu'il y avait eu des redoublements avant? Non. Un Non. primaire. Le primaire se passe bien. Le hein, si ma primaire, mémoire est bonne. c'était vraiment la vie de rêve. C'est-à-dire que j'étais dans une toute petite école, tout le monde se connaissait, il y avait une classe par niveau, on était tous vraiment amis en fait. École avec un petit effectif, une Ouais. classe. C'était classe quoi? Une par vingtaine niveau. d'enfants, même pas? C'était 30 par classe à peu près. Et tu étais dans une situation urbaine, rurale? Ouais, C'était urbaine. urbaine. Ouais. Donc petite école, sympa, avec Ouais. une maîtresse qu'on connaît bien. C'est ça. D'accord. Et ouais, très... Réussite scolaire qui se passe bien. D'ailleurs, tu fais Ouais. partie des meilleurs élèves. Hein. Oui, c'est ça. Et enfin, peut-être pas des meilleurs, mais oui, en tout cas, je me débrouille bien, je participe, j'ai des bonnes appréciations. Je suis une petite fille très joyeuse, donc je parle à beaucoup de gens, que ce soit les professeurs ou les autres élèves. Je suis très, très, comment on dit Participative, oui, très épanouie. intégrée, voilà. Et intégrée, Je suis épanouie. intégrée, ouais. Alors, le CM2 arrive. Est-ce que tu commences à penser à la 6e? J'avais plutôt hâte, en fait, d'aller au collège. Donc, Vraiment, pas de peur. à ce moment-là, très hâte de grandir, très hâte d'aller au collège, chez les grands, tout ça. Donc non, pas de peur. Tu arrives en 6e, tu as 11 ans. Voilà, c'est ça. Et, Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la rentrée se passe bien, en fait. J'ai, pareil, toujours très hâte. Je suis très contente d'arriver dans mon collège et tout. Et en fait, je me rappelle que le jour de la rentrée, déjà, j'avais une frustration parce que c'est un peu gamin dit comme ça, mais ça m'avait touchée à l'époque. C'est que toutes mes amies de l'époque étaient retrouvées dans les mêmes classes. Et en fait, moi, je me suis retrouvée toute seule dans une classe. Exclue avec des élèves que tu ne connaissais pas. Voilà, c'est ça. Donc, moi qui suis une personne quand même qui est sociable et qui arrive à aller vers les gens, là, j'ai pris peur. Parce que là, je me suis dit, OK, ça va être plus compliqué de prévu. J'ai personne dans ma classe. Il faut que j'arrive à sociabiliser avec des gens que je connais vraiment pas du tout et j'avais pas l'habitude de ça en primaire, en fait. Sans effort, voilà. Voilà, Ouais. parce qu'on se suivait du CP au CM2 et là, je me retrouvais vraiment avec des inconnus. Donc, en fait, là, à ce moment-là, j'ai pris peur sur ma capacité sociale, on va dire. Donc, c'est la relation et un effet de solitude, une impression de solitude qui va te déclencher. Alors, oui, en tout cas, ça en fait partie, ouais. Ouais. Après, moi, dans ma vie personnelle, j'ai des soucis, on va dire, familiaux, avec le divorce de mes parents. Donc, c'est en parallèle. Voilà, c'est en parallèle. En fait, à l'école, j'ai des peurs qui arrivent, et à la maison, ça va pas non plus. Donc, en fait, c'est vraiment un équilibre qui est complètement... ça a déséquilibré tout. Et en fait, les deux sphères où je me sentais vraiment bien, et ben, les deux se sont écroulées d'un coup, en fait. Jules, toi, tu es au fond de la classe, tu attends que ça se passe. Tu souffres de solitude? C'est solitude, je sais pas. En fait, c'est un peu. J'ai vraiment mis tout ça derrière moi parce que c'est pas. Je pense que c'est pas les cours qui m'ont ou ce que j'étais dans les cours qui m'ont le plus marqué quand j'étais au lycée et au collège. Non, je suis relativement bien intégré avec le groupe des Français, comme on l'appelle là-bas, mais c'est après que j'ai eu ces petits soucis d'être à l'écart parce que j'étais vraiment le geek avec son fer à souder qui bricolait dans la cour de récré ou des trucs comme ça, mais je vais rebondir sur le divorce. Je sais que moi, le divorce de mes parents m'a énormément impacté là-dessus. Et donc, du coup, ça te déboussole, t'es découragé de tout, quoi. J'avais déjà des troubles de l'attention, genre tous les trucs que les psychiatres te disent pour essayer de te vendre des médicaments. Bon, après, le spectre est très large, hein, pour pas dire que je suis autiste. Je ne pense pas que je le suis, même si ça peut être drôle. Mais, attention, ne pas me méprendre. Être autiste n'est pas drôle. C'est quelque chose, c'est un syndrome, c'est très large. Et il y a plein de formes. Et au contraire, toutes les personnes que je côtoie, qu'on dit souvent par drôle, pour se moquer un peu, c'est que des personnes géniales. Donc, à ne pas me méprendre. Non, mais non, mais plus du désintérêt total.
En fait, on te met dans une classe, on te bourre le crâne avec des informations que tu ne comprends pas, que tu ne veux pas comprendre, qu'on te demande d'apprendre par cœur pour les cracher sur un bout de papier. À quoi ça m'a servi ? Bon, j'ai refait un peu de trigonométrie récemment, je dois l'admettre. Voilà. Donc, déjà, rien que dans ton enfance, Google m'a beaucoup aidé. Mais on va en parler. Mais dès cette période-là, tu vois plus trop le sens. Il y a des profs qui arrivent à te donner un sens à la chose. Le problème, c'est que moi, pour le coup, j'étais dans un bahut de... Bon, si on prend toutes classes confondues, il y a plus de 4500 élèves. On est des classes de 30, 33. Des profs qui, pour certains, qui sont d'origine libanaise, qui ont donc pas forcément un tact facile pour quelqu'un qui débarque. Donc, c'était très, très compliqué. Enfin, les matières comme les maths ou autres, je n'en parle même pas. Rose, combien d'élèves en 6e ? L'effectif, à peu près ? Une grosse classe ? C'était un petit collège quand même. Par rapport à mon second collège, c'était un tout petit collège. Donc je dirais on était 28, 29, 30 par classe. Alors Tarek, toi, comment ça se passe ? À 13 ans, ça se passe bien ? Non, à 13 ans, c'était très bien. Moi, c'était un peu différent. Parce que j'étais premier de la classe pendant tout le primaire, premier de la classe pendant tout le collège et premier de la classe, même pas que de la classe, j'étais toujours premier ou deuxième de ma promotion à chaque fois, pendant les 2 premières années de lycée. Après, donc seconde, première. Ouais, voilà. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et 2 années avant le bac, du coup. Donc tu as 16 ans, 15 ans ? Ouais, 16-15 ans, un truc comme ça. Et il y a eu 2 facteurs différents. Un, les études commençaient à demander un effort que je n'étais pas prêt à fournir parce qu'il faut savoir que j'étais premier de la classe sans... rien. Genre, je faisais mes devoirs à la maison devant l'école, avant de rentrer le matin. C'est ça. En fait, tu avais excusez l'expression, mais un cul bordé de nouilles. C'est-à-dire que tu étais littéralement chanceux. Voilà. Moi, j'avais... En fait, il s'est avéré... Je suis désolé. Non, mais t'as raison. En fait, il s'avère que le système éducatif est adéquat pour le type d'intelligence que j'ai. Ça veut dire que j'avais de la facilité à le faire. Ça veut pas dire que je suis plus intelligent que les autres, mais... je suis le profil sur lequel, je pense, je suis très matheux. Il a fallu commencer à se mettre à travailler. Ce que j'aimais pas trop faire. Et puis, il n'y avait pas de méthode ? Quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'aimais pas les études. C'est là que je me suis rendu compte que j'aimais pas les études. Et au même moment, j'avais lu Foucault. Et je commençais à faire la distinction entre l'éducation et l'apprentissage. Alors, Foucault, c'est qui ? C'est Charles de Foucault ? Michel Foucault. Michel Foucault. Alors, ce Michel Foucault, il est pour qu'on rappelle à tout le monde qui nous... C'est un philosophe et un éducateur et qui a énormément pensé autour du transfert et de l'accumulation du savoir et de l'apprentissage et de l'éducation. Donc là, à cet âge-là, tu lis ça ? Et c'était l'un des trucs, vraiment, je viens de parents qui sont intellectuels tous les deux et j'ai lu énormément de livres de philosophie. Donc tu commençais à analyser et tu trouvais la justification de rien foutre grâce à Foucault. En quelque sorte. En fait, je trouvais que... Non mais c'est génial. Je trouvais que le savoir qu'on me donnait n'était pas assez et qu'il me demandait un effort dans les mauvais endroits. Du coup, en fait, l'effort que je fournissais n'était pas gratifiant. Je n'y trouvais aucun plaisir. Et en plus, il y avait un truc de révolte. J'étais adolescent, il y avait un truc de révolte. Je refusais qu'une institution ait le monopole du savoir et de l'accréditation du savoir. Tarek Nessay. Et du coup, c'est là que j'ai viré anarchiste, d'ailleurs. Jusque-là, j'étais pro-capitaliste. C'est là que j'ai viré anarchiste. et du coup, c'est là que j'ai eu une remise en question. Et j'ai tellement arrêté que je suis passé de majeur de ma promotion en 2e année lycée en Tunisie, qui est ici, ça veut dire 3 ans avant le lycée. L'année juste avant le bac, j'étais dernier de ma classe et l'année du bac, j'ai redoublé. Mais tu continuais à te cultiver en parallèle avec ce que tu voulais, quoi. Oui. Et comme tu voulais. Moi, je bouffais des livres. C'est ça, c'est choisir les sujets qui nous intéressent. Toi, tu es visiblement un huluberlu au fond de la cour de récréation, en train de t'amuser avec des machins. Tu nais un Jules bricoleur et autodidacte. C'est là, à ton avis, que ça commence à démarrer ? J'ai toujours bricolé, farfouillé, démonté l'autoradio, le machin, enfin, c'est toujours... Pourquoi tu t'ennuyais en cours ? C'était inintéressant ? C'est compliqué à dire. Je pense que c'est... En fait, je n'en voyais pas l'utilité concrète. Je suis quelqu'un qui aime le concret. C'est A égale A, B égale B, point, je coupe un câble, le câble il est coupé. Voilà, Donc 13 ans, 15 ans, vous
vous avez la maîtrise de l'analyse et vous arrivez à prendre du recul sur les événements et vous vous dites là, non mais c'est pas bon, en tout cas c'est pas fait pour moi. Il y a une grande différence, je suis désolé, il y a une grande différence, c'est que Jules, c'est le contenu qui ne l'intéressait pas. Moi, c'était que le contenu. Moi, c'est la verticalité du savoir. Il n'y a pas que le contenu. Toi, tu contestais la forme de transmission. Oui, le Ouais, fait que c'est une info binaire qu'on ne peut pas contester. On peut à peine, on a une petite marge de contestation. Ça, c'est un problème, mais le problème, enfin, je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème que j'ai eu, parce que j'avais des profs, une année en éco, j'étais très bon, l'autre année, j'étais désastreux. Et qu'est-ce qui a changé entre ces 2 années? Mon prof. Un prof qui te donne envie d'apprendre, de t'intéresser au sujet, mais surtout un prof qui prend le temps de t'écouter après les cours, de te donner son mail, qui s'investit avec toi. C'est très dur à faire quand on a des classes de 33 élèves, je le sais, mais il y en a qui prennent le temps de le faire, et ces profs-là m'ont toujours... Enfin, j'ai toujours vu une nette amélioration de mes notes ou de mon intérêt pour la classe, parce que du coup, j'avais un intérêt pour le professeur, parce que ça m'intéressait, parce que j'avais un dialogue derrière, et on pouvait aller au-delà du simple document donné par l'administration française qui dit aujourd'hui vous apprenez ça. Ouais, très bien, mais alors, ça en découle de ça, il y a des analyses, il y a des machins. Donc un bon prof peut éveiller. Tu es seule, Rose. Un bon prof doit éveiller. Il doit éveiller, mais oui. C'est le rôle du prof. Oui. Rose, t'es seule. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'analyse de l'école est faite pour moi tous. C'est qu'est-ce qui m'arrive, tout s'effondre. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, il y a eu quand même un élément déclencheur à ce moment-là. Ça a été en fait totalement physique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais inconsciente de ce qui se passait, de mon mal-être en fait. C'est en grandissant et en travaillant avec la thérapie, etc. et moi en me découvrant aussi que j'ai pu décrypter les choses. Mais en fait, tout ce qui se passait à ce moment-là, c'était incompréhensible pour moi, c'était le néant. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer d'un coup. Alors, en fait, je rentrais des cours, du coup, tranquillement, je me souviens, j'avais un cours de danse, enfin bref, et je rentrais chez moi. Et là, je fais une grosse crise de panique. Donc, c'est-à-dire que ma tête se met à tourner, mais très fort, comme si le sol vraiment tournait, en fait. J'ai une grosse panique en moi. Je commence à crier, je commence à pas savoir ce qui se passe, et ça monte petit à petit, en fait. Et je me souviens, j'étais dans la cour d'immeuble de chez ma mère, et il y avait des voisins qui sont venus m'aider et tout ça. Ça a duré une bonne demi-heure quand même. Ils ont appelé ma mère en urgence avec mon téléphone, elle est arrivée après et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, de cette grosse crise, ça a été un déclencheur où j'ai vécu dans la peur, c'est-à-dire dans la peur de la vie. Genre vraiment, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, j'étais dans mon lit, dans ma chambre, en train de fermer les yeux, de dormir recroquevillée sur moi-même, et j'étais morte en fait, clairement au fond de moi. C'est-à-dire que je ne vivais plus, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Tu avais quel âge? J'avais 13-14 ans. D'accord. Parce qu'en fait, les crises se sont enchaînées. Oui, je ne vais pas aller dans le détail, mais non, les crises se sont enchaînées en fait, par la suite. Oui. J'en faisais tous les jours, et il y a eu des périodes où j'en faisais plusieurs fois par jour, toutes les heures en fait. Tout ça va t'habiter, et l'école, elle a disparu. Alors, l'école, justement, en fait, la place qu'elle a eue, c'est que j'ai essayé de m'accrocher à l'école. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir des crises, mes parents m'ont quand même dit il faut que tu ailles à l'école, en fait. Il faut pas que tu lâches ta vie, il faut pas que tu lâches ce que tu as à faire, etc. Et ce qui est normal pour une place de parents, mais surtout avec l'inquiétude, etc. Et donc, moi, j'essayais. C'est-à-dire qu'au début, je me rappelle que le lendemain de cette fameuse crise, je suis retournée à l'école. Et en fait, il s'est passé que j'ai fait des crises à l'école. Et en fait, je me sentais tellement différente des autres aussi par rapport à ça. J'ai remarqué qu'en parlant aux gens, je veux dire à mes amis ou à des gens de ma classe, etc. T'étais un extraterrestre. J'étais un extraterrestre, ils ne comprenaient pas, ils minimisaient aussi beaucoup les choses. Je me faisais pas juger, mais je me faisais... Enfin, c'était pas du tout du harcèlement ou rien de ça. Non. Mais c'était vraiment... je me sentais seule, très très seule. Et, alors, toi, Rose veut absolument aller à l'école, malgré tout ce qu'elle ressent. Elle s'accroche. Toi, tu veux te barrer de l'école. Et le problème, c'est que pour trouver la solution de te barrer, tu redoubles. En vrai, en plus ma mère elle m'a dit tu peux arrêter à la fac, mais genre finis ton bac, tu vois. C'est ça. Donc tu vas refaire un bac. Et moi je refusais, je m'étais fait taper mon délire, je lui dis ouais non attends, mais moi je vais faire un truc, j'ai un projet, j'ai une idée. Elle me dit non, finis ton bac. Après tu fais ce que tu veux, tu vois.
Fini ton bac. Mais, et du coup, sachant que moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de chance avec les profs. Pas forcément qu'ils étaient de bons profs, mais ils m'aimaient beaucoup. Les profs m'aimaient beaucoup. Il y avait même un prof de maths. Il savait que j'allais faire l'école buissonnière chaque fois qu'on avait 4 heures de maths d'affilée, parce que j'ai fait bac maths. Et du coup, il m'appelait. J'étais très matinal. Je me levais à 6h du mat toujours, et l'école commençait à 8h. Il m'appelait à 6h15, lui aussi, les matinales. Il me dit, viens à la cafette en face. Et il me faisait un peu ce qu'il allait enseigner le jour même, grosso modo. Il te donnait les exercices pour que tu les fasses chez toi. Il m'expliquait oralement aussi. Il sait que je retiens, il sait que je comprends rapidement, que j'avais besoin que de ça. Et du coup, il me faisait ça. Et après, M. Jalbois, d'ailleurs, je l'adore, c'est le meilleur cours que j'ai eu. Qui est-ce qui payait le café? Lui. Et au début, mais il y a des profs comme ça. Il me voyait rougir et tout. Il me dit, Tarek, on est dans un café, tu peux fumer devant moi. Hein. Et du coup, je sors mon paquet de clopes. En fait, il était démago aussi. Quoi. Enfin, il était un peu démago, mais bon, c'est bien. Ouais. Non, mais il me laisse parce qu'en vrai, il sait que peu importe, je viendrai pas au cours, j'allais faire l'école buissonnière, tu vois. Et que j'ai toujours eu, j'étais assez sympathique et débrouillard pour m'en tirer à chaque fois. Et du coup, il me dit, oui, viens au café, viens. Et en plus, il aimait bien parler politique avec moi. Du coup, on faisait une petite heure de cours comme ça. Et après, on parlait un peu politique. Après, lui, il allait enseigner. Ma classe me dit, je te retrouve en classe. Hein. Là, tu es dans ton redoublement. C'est la 2e année pour préparer ton bac. Oui, là, c'est quand j'ai refait. Ouais. Voilà. Il t'aide à essayer de trouver ton orientation par la suite? Ouais. En fait, même en ayant redoublé et tout le monde m'a dit, Tarek, démerde-toi, va faire le concours des admissions externes ou un truc comme ça, mais va faire ingénierie parce que j'ai très bon en maths. Mais ou informatique, vu que ça demande un esprit matheux et tout. C'est une fin de scolarité un peu chaotique, mais quand même avec une certaine prudence aussi. Il faut un diplôme, quoi. Il faut que je... Ouais, en vrai, s'il n'y avait pas ma mère, j'avoue que je... Il y avait le colonel général derrière. Ouais, elle était enseignante. Ah, elle est syndicaliste. Gradée, oui. Elle est syndicaliste. Mes amis l'appelaient Hitler tellement elle était sévère en classe. Ah oui, d'accord. Ce genre de prof. Ouais, mais c'est le prof sévère que tout le monde aime parce qu'elle est très correcte, elle est très juste. Tu vois, c'est une vraie syndicaliste. Donc, dans l'âme. Autodidacte, d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait des fondamentaux. Oui, je pense. En fait, moi, mon problème, c'est pas l'école, c'est comment est l'école. C'est cette verticalité dans la structure même de l'école où c'est quelqu'un qui vient prêcher la parole à 30 personnes dans une dynamique comme si, quelque part, on disait ou on affirmait que ces 30 personnes n'ont rien à rapporter dans l'autre sens. Ça veut dire que c'est que le fait que c'est un flux à sens unique, et du coup, tu peux pas contester. Ouais, c'est une hiérarchie militaire quand on y pense, tu vois. Alors que, par exemple, dans les formes plus archaïques ou plus naturelles, on va dire, de l'école, que ce soit l'école sociale à l'ancienne dans le village, dans la place du village, ou l'école à l'agora, Platon et tout, il y avait ce va-et-vient d'idées qui faisait avancer le savoir. On est un peu comme dans l'idée de l'enfant qui, pendant 3000 fois tombe, mais on lui fait comprendre que se relever va lui permettre de marcher. Oui. D'accord. Et donc, on est un peu dans la médiation, en fait, c'est ça? Est-ce que tu sens une nécessité que l'école devienne un lieu de médiation? Mais il faut faire attention aussi aux fondements, il faut donner. Je pense que ça doit être pas de médiation. Tu vois, cette logique... Il faudrait les deux. Il faut un temps où... Il faut les deux parce que je pense aujourd'hui que les professeurs ont besoin de s'intéresser à comment est-ce que les élèves veulent entendre le cours. Moi, je me souviens très bien d'un prof, mon prof de maths, encore une fois, qui m'avait énormément marqué. Je pense que les profs de maths ont un sacré truc. Ouais. Les équations qu'il m'écrivait sur le tableau, je comprenais pas. Il se débrouillait pour me faire des jeux sur la calculatrice. Bizarrement, je les comprenais. Mais parce qu'il y avait un intermédiaire qui était la calculatrice. Mais comment il a su? Parce qu'on a pris le temps de discuter dans les couloirs, etc. Il savait que, etc., etc. Il faut connaître l'enfant. Donc, il faut un vrai temps de médiation. Enseigner à un enfant qu'on ne connaît pas, d'où l'importance d'avoir des petits effectifs. Alors, juste avant, Rose, parce que bien évidemment, je fais un peu de suspense, tu l'as compris. Jules, toi, tu vas quand même essayer de décrocher un diplôme ou tu ne l'auras pas? Alors, c'est plus compliqué parce que là, ça va rentrer dans une histoire avec mon père parce qu'il y avait tout un conflit. Il y avait tout un conflit. Tu vas réussir quand même à décrocher quelque chose. J'étais le pire des élèves et j'arriverai jamais à rien. Oui, donc pas encouragé par la famille. Voilà, non, pas du tout. Et par enchaînement, j'ai passé le SAT, qui est une sorte de bac américain, etc. J'ai obtenu toutes les universités. Tu vas justement, c'est ça qui est intéressant. Ce diplôme par les Américains, tu vas réussir à le
décroché par ton initiative ou parce que tes parents t'auront donné cette chance-là, ton orientation? Est-ce que tu prends ta vie en main à ce moment-là? Il fallait que je le fasse, c'était obligé pour rentrer dans une université dans laquelle mon père voulait que j'aille. Donc t'es comme ta règle, tu quand même t'obéis, quoi. J'obéis, mais je profite de ça pour dire, écoute, à mes parents, très bien, vous voulez que je fasse ça, maintenant on va jouer au jeu des conditions, parce que vous voulez en mettre partout maintenant, c'est moi qui en mets. Si je fais ça, j'ai le droit de choisir la fac où je vais. C'est ça. Donc je vais choisir je vais accepter, je vais relever le défi, je vais être accepté dans le truc où vous vous dites je vais jamais y aller, parce que je suis le dernier des cons. Mais en fait, j'obtiens l'admission dans cette école, qui est l'université américaine de Beyrouth, en cursus business management, qui est l'un des cursus plus difficiles à avoir à l'université américaine à Beyrouth, grâce au SAT et à d'autres machins. Et une fois que je l'ai, je me dis bon, c'est bon, je l'ai. Donc là, voilà. Après, il y a une parenthèse de ma vie que je n'ouvrirai pas ici. Et après cette parenthèse, je dis bon, je vais en France, je fais l'ESRA, école d'audiovisuel. Et là, ça va commencer. Et là, je reprends. On va en parler juste après. Rose, tes parents voient que tu découvres que tu deviens un extraterrestre aux yeux des élèves. Ils sont pas méchants, mais inévitablement, tu t'enfermes dans un isolement sans pour autant en être réellement la responsable. Tu es abandonné de tes parents réagissent, comment ça se passe? Mes parents ont toujours été quand même le plus présents possible, on va dire, à leur manière, hein, mais ils m'ont jamais... ils ont toujours essayé de trouver des solutions, vraiment. D'accord. Ils ont toujours essayé de discuter avec moi, de savoir ce qui se passait, etc. Mais en fait, ils étaient un peu aussi paumés que moi, même encore plus peut-être. Donc voilà, et en fait, suite au décrochement de l'école, parce que du coup, il y a un moment où en fait j'ai dit stop. Voilà, c'est-à-dire que mes parents, t'as pris la décision de dire stop. J'ai un souvenir de mon père qui m'amène devant mon collège, moi en pleurant derrière lui, donc il me tient par la main, il me dit allez, tu vas y aller, tu vas rentrer, tu vas réussir et tout, mais il est motivant en fait, il essaie d'être le plus motivant possible, il est vraiment, je dirais pas de la bienveillance parce que moi je le perçois pas comme ça à ce moment-là, mais je sais que c'était pas malveillant en tout cas. Un amour paternel. C'est ça. Et donc vraiment, il me traîne jusqu'à l'école et je sais qu'on a essayé aussi la mise en place du PAI. Enfin voilà, on a fait vraiment plein de choses comme ça. Je n'ai vraiment pas survécu à ça. C'est le parcours adapté. C'est l'emploi du temps adapté. Voilà, l'emploi du temps. Ils suppriment certaines heures de cours. Voilà, pour que et donc j'ai vraiment essayé plein de choses. Voilà. J'ai pas redoublé cette année où ça s'est passé. Donc c'était l'année de 5e, ouais. 4e, je sais plus. Ouais. 4e, il me semble. J'ai pas redoublé cette année parce que j'ai eu un rendez-vous avec le directeur et il m'a accordé cette année. Voilà. Enfin bref, c'est voilà. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai fait une rentrée en 4e. Ou en 3e, non, en 4e du coup. Oui. Et il y avait eu une pause d'écrits à ce moment-là. Et donc ça allait mieux, en fait. Et il y a eu un moment où ça s'était apaisé. Mes parents aussi s'étaient un peu apaisés. Voilà. J'avais encore beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, etc. Mais c'était minime par rapport à ce qui s'était passé avant. Et ensuite, du coup, bam, année de 4e, en janvier, tout début janvier, bam, ça reprend, nouvelle grosse crise. Donc là, pareil, redémolition de tout. Tu te dis, ça y est, ça recommence. Ça y est, ça recommence. C'est pas possible. Et alors, le nombre de fois après où j'ai dit, ça y est, ça recommence, voilà. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment tout lâché. C'est-à-dire que, comme je disais, je me suis recroquevillée sur moi. J'étais toute seule dans mon lit. La dépression, je m'enferme, je ne parle à personne. Alors, il va y avoir des suivis psychologiques, il va y avoir... Alors, on ne va pas trop détailler, non, même si j'ai un infini respect dans ton histoire. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement va commencer à naître cette volonté quand même de ne pas se faire avoir par le fatalisme et de continuer l'école, quoi, quelque part, mais à la maison. Ouais. Donc, tu vas devenir élève autodidacte. Ouais. Donne un peu ton statut et explique comment ça s'organisait. Alors, à la base, on a pensé au CNED, donc l'école à la maison par Internet. Sauf que j'étais pas une assez bonne accrocheuse scolaire pour le faire parce qu'il faut vraiment il
il faut savoir vraiment être... Une rigueur. Voir une rigueur. Une rigueur et un vrai une rigueur accompagnement. solide. De discipline. Voilà, une une discipline. exactement, Ouais. que je n'avais pas, et surtout à cet âge-là, je ne l'avais pas encore. Oui, parce que tu avais quoi, 15 ans à peu près à ce Ça, moment-là, hein. et surtout que, en fait, pour moi, c'est comme si l'école, pour moi, n'était plus du tout ma priorité. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est passé C'était t'en sortir de ton mal-être. En fait, ma santé, du coup, mon mal-être est devenu tellement énorme C'était normal. qu'en fait, l'école n'est plus du tout devenue une priorité. Et j'essayais tellement d'exprimer ça à mes parents, de leur dire que en fait, là, je pouvais plus, je saturais parce que, en fait, l'école n'était pas une priorité pour moi. Et eux, ils comprenaient pas forcément, en fait. Même s'ils voulaient absolument que j'aille bien, évidemment, et qu'ils le prenaient en compte. Pour eux, c'était pas possible que... Alors c'est là où justement les parents savent plus trop comment peser. Moi j'ai été directeur sur un domaine beaucoup plus grave, hein. C'était, si je peux me permettre, c'était une école spécialisée d'enfants handicapés lourds. Et donc il y avait cette volonté, à un moment donné, certains parents étaient démissionnaires se disant, de toute façon, allez, il est tellement handicapé que mon enfant, tant pis pour sa scolarité. Et il y en avait d'autres qui disent, non, il faut qu'il réussisse sa scolarité. Et il faut qu'il comprenne que son handicap est une chose, mais il doit s'en sortir. Et donc, ça a été un peu ce réflexe-là. Tu t'es dit, je vais vraiment pas bien, je veux une priorité pour le bien, mais quand même, il y avait les études qui étaient dans ta tête. Alors oui, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit déclic quand même dans la tête de mes parents, c'est qu'en fait, ils se sont ouverts aux possibilités qu'il y avait autour de ça. C'est-à-dire que, ok, il y a quelque chose qui va pas, mais en fait, on va s'en servir enfin, s'en servir. On va accepter, enfin, on va prendre ça et on va le déployer et on va regarder tout ce qu'il y a autour pour voir quelles sont les possibilités. Alors, en fait. tes possibilités, au lieu de le combattre, possibilités, qu'est-ce que c'était alors justement, à ce moment-là, on s'est renseigné donc sur le CNED, sur les cours singuliers à Paris, sur plein de choses comme ça, sur les cours à distance. Tu vas faire plusieurs années, donc tu vas faire ton lycée dans cette configuration en fait. Oui, alors mon lycée vient après, parce que voilà, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'étais hospitalisée du coup, pendant assez longtemps en psychiatrie adolescente. D'accord. Et en fait, donc à l'âge, la première fois c'était à mes 13 ans, mais du coup, vraiment où j'ai été hospitalisée, c'était de mes 14 ans, 14-15 ans, jusqu'à mes 18 ans. Oui, donc en fait, 4 ans. Voilà. Et là, pendant ces 4 ans... Au niveau de la scolarité, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle l'école à l'hôpital. Et c'est là que j'ai découvert les cours particuliers, en fait. Et ça t'équilibrait, ça te faisait du bien? Ouais. Tu as pris un rythme, du coup, d'autonomie et personnel. Alors après, j'en ai pas fait énormément de cours particuliers, mais ça m'a quand même appris à retrouver un fonctionnement d'apprentissage, parce que ça faisait du coup depuis la 6e que j'avais pas vraiment été les fesses sur une chaise à écouter un professeur me raconter des choses, et le fait que ce soit en personnel, du coup, en cours particulier, en fait, le professeur, pareil, il y avait cette notion il m'apprend des choses, et moi, il y a un échange, en fait. Et moi, je lui dis ce que je comprends pas, ou je lui pose mes questions. Et lui, il essaie de voir comment je fonctionne, comment j'apprends, ce que je retiens. Alors là, tu as en fait la satisfaction de te retrouver dans un climat plus sécurisé, mais un climat scolaire. Oui. On est bien d'accord qu'on n'est pas complètement encore dans l'autodidacte. Hein. Je vais revenir vers toi. On n'est pas complètement dans l'autodidacte parce que est-ce que c'est nécessaire dans l'autodidacte d'être dans un contexte purement scolaire? Le décor doit changer normalement. Non. L'autodidacte, ça se retrouve partout. Ouais. On peut être autodidacte en dessin, en mécanique. L'école peut être un déclencheur, mais surtout, c'est la créativité. Est-ce que l'autodidacte rejoint la classe à un moment donné et repart? On peut être quelqu'un d'extrêmement scolaire et autodidacte, parce qu'on est autodidacte dans le domaine qu'on veut. Moi, c'était la photo. J'ai des amis qui sont autodidactes en mécanique. En fait, être autodidacte, c'est surtout s'intéresser à un sujet et approfondir et creuser et mettre les mains dans le cambouis. Il y en a qui peuvent être premiers de la classe, faire HEC et compagnie, mais ils ont envie d'apprendre comment fonctionne, je sais pas moi, un moteur de voiture. Parce que le week-end, ils veulent démonter des bagnoles, ils veulent monter leur... Il a envie. Et aujourd'hui, non mais surtout qu'aujourd'hui, devenir autodidacte n'a jamais été aussi simple que ça. Par Internet ? On ouvre une vidéo YouTube, on apprend à démonter quelque chose. Et c'est avant, il y a beaucoup d'entre nous, la voiture, elle part chez le mécanicien, elle revient, elle est réparée.
Mais je pense mais aujourd'hui, la plupart de mes potes que je connais, c'est attends, on va prendre la clé à molette, hein, comme regarder. Nous avons une émission. C'est ça, être on a une autodidacte. émission Là, je suis pas complet. Je suis désolé, je suis pas complètement d'accord. Parce que pour moi, il y a une grande différence entre l'apprentissage autonome ou l'auto-apprentissage et être autodidacte. Être autodidacte, c'est se construire. Pour moi, hein, c'est une définition personnelle. C'est se construire intellectuellement et apprendre quelque chose dont on fait son métier en dehors de la voie scolaire. Et en dehors de toute autre forme d'apprentissage, parce qu'il y a aussi l'apprentissage à l'ancienne où tu vas, quelqu'un qui va chez un garagiste pour apprendre à démonter des bagnoles. Non, moi je parle, je parle de la vidéo du redneck de base qui fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, nous avons là la définition même de l'autodidacte. Là, on se construit aussi un principe et un rythme d'apprentissage. Ce que tu montres, on a l'impression un peu aussi de cette très belle expérience que le raisonnement part du manuel, c'est-à-dire le contact avec le réel et l'incarné va développer et déployer c'est de l'empirisme, mon raisonnement. Ce que malheureusement au 19e siècle on a séparé. Alors qu'on était pleinement, ce que l'on appelle dans la culture de l'encyclopédie, ça veut dire justement l'enseignement par le réel. Et malheureusement, on a voulu séparer le manuel, l'artisanat de l'intellectuel et du raisonnement. Il faut les deux. Et d'ailleurs, c'est ce que font les compagnons du devoir et qui nous donnent aujourd'hui un exemple typique, c'est que quand vous discutez ou vous dînez ou déjeunez autour d'une table avec ceux qui sont en train de retaper la cathédrale avec leur génie artisanal, ils sont en train de restaurer cette cathédrale en 5 ans, vous discutez autour de la table, vous n'allez pas seulement parler de charpente et de pierre, vous allez avoir des philosophes, des gens extrêmement mais l'autodidacte, cultivés. C'est par nature curieux. Oui, alors voilà, est-ce que justement l'autodidacte c'est la curiosité? Oui, c'est ça. À quel moment l'autodidacte en toi, dans ce contexte scolaire assez atypique, est né? Comment tu as vu que tu commençais à devenir autodidacte? Clairement, déjà quand j'ai découvert l'art, le milieu de l'art en fait, ce qui m'a intéressé le plus, c'est-à-dire que la création, je veux dire, de projets qui venaient de... En fait, quand j'ai appris que les idées que j'avais en tête, donc tout ce qui était projet, même en dehors artistique, mais genre tout ce que j'avais en tête d'idées, en fait je pouvais les faire, je pouvais les mettre sur un papier, voilà, les mettre sur un papier, sur un écran, prendre des notes, même avec mon téléphone dans mes notes, voilà un truc très simple, je pouvais les poser et en faire quelque chose en fait. Et en fait moi j'avais pas le recul de me dire t'en es capable et t'as pas forcément besoin d'une structure ou d'un truc déjà fait pour le faire. Moi, j'ai 2 exemples en tête. Le premier exemple, c'est la distinction entre un acteur ou comédien, plus exactement sur les planches, qui est professionnel, et un amateur. Un amateur qui, dans ses moments de distraction et de congé, le week-end ou le soir, décide de faire du théâtre avec une petite association de la commune. Et finalement, quand on regarde cette personne qui joue, elle joue tellement bien, mais pratiquement aussi bien qu'un vrai comédien professionnel, on se dit, mais il a raté sa vie, quoi. Il est passé à côté de lui. Non, il en a fait un plaisir. Il en a fait un plaisir, parce qu'en fait, mais il est autodidacte. Un vrai acteur qui joue bien, voilà. En fait, il a besoin de jouer. Il est autodidacte. C'est pas qu'il veut jouer, enfin, c'est pas qu'il joue pour jouer, il a besoin de jouer, en fait. Il se révèle et il s'apprend. Et avec l'expérience, il poursuit. Il en apprend sur lui, il aime... Ok, il aime ça et c'est un plaisir, mais en fait, il en a besoin pour s'exprimer, pour être lui-même, pour... Le parcours scolaire, donc, doit déclencher les autodidactes. Normalement, tout élève qui réussit dans un parcours scolaire devrait être, en fait, autodidacte. C'est ça le problème du système scolaire. C'était ça mon grand problème, c'est qu'il cristallise le savoir. Ça veut dire que peu importe à quel point il est modernisé, ça t'oblige à aller dans une seule case. Non, et ça le cristallise. C'est des livres figés, c'est un savoir figé. On va te faire atteindre un diplôme parce que tu as tout appris par cœur, mais tu n'as pas réfléchi. C'est ça. Et ce savoir-là ne sera jamais
à la pointe du savoir et surtout... Ah, mais il peut même être la raison de notre crise économique actuelle. Il peut en même plus, être biaisé. et de notre inflation. Il peut même être biaisé quand on lit les manuels qui sont aux outdatés, États-Unis, qui sont complètement gangrénés par la Exactement. propagande américaine. Bah oui, Aujourd'hui, le savoir qu'on apprend de manière très verticale, comme tu le lis dans l'éducation, n'est ni plus ni moins ce que les républiques en place veulent nous faire entendre. Aujourd'hui, sans vouloir être complotiste, l'éducation des enfants, c'est le contrôle de la génération de demain. Parce que on a donné, c'est le formatage. C'est un formatage. Là, on a besoin de techniciens, on n'a pas besoin de gens éduqués. Plus un élève est curieux, autodidacte, etc., plus il embête ses professeurs, plus il en découvre ailleurs, et plus il va dire « Ah, mais en fait, vous avez parlé de ça, alors qu'en fait, vous n'avez pas parlé de ça. » L'autodidacte est libre ? L'autodidacte cherche la liberté. Ouais, il en a pris le goût. Il en a pris le goût, mais il n'est pas forcément libre, parce qu'il ne faut pas oublier l'autre face de la pièce. C'est que quand tu es autodidacte, généralement, à partir d'un certain âge, le temps que tu te construises, parce que ça prend un peu plus de temps aussi, et que ça prend pas la reconnaissance ça prend beaucoup plus d'erreurs. Beaucoup plus d'erreurs. On n'est plus libre de faire des erreurs. Et t'as pas l'accréditation de l'institution, et du coup... Mais surtout, on n'est pas martyrisé, enfin, on n'est pas critiqué pour les erreurs. C'est si je pète 3 moteurs parce que j'ai acheté 3 épaves et que 3 fois je me suis bourré, c'est mon erreur et j'ai appris de ces erreurs-là et je n'ai pas été réprimandé pour. Bon, mon portefeuille m'aura réprimandé et peut-être la personne qui m'aide à gérer. C'est qu'il y a la précarité qui est la facture, sauf si c'est très riche. Est-ce que l'autodidacte, du coup, dans sa passion, se retrouve mal aimé et finalement rentre dans un mauvais champ de la solitude? Il peut être seul. Alors, pour les... Il va pas être compris par ceux qui non, rentrent dans le format. Pas forcément, je pense. Parce que, en fait, j'ai l'impression que justement, le système fait que on pense qu'on est une minorité, en fait. Mais je pense pas qu'on soit vraiment une minorité à fonctionner comme ça. Même au contraire, mais il y a plusieurs genres d'autodidactes, ça, pour le coup. Oui, voilà, c'est extrêmement large. Parce qu'il y a être autodidacte et après, il y a la condition mentale dans laquelle la personne est. C'est-à-dire que si la personne est autodidacte, mais qu'elle se renferme avec, je sais pas moi, une imprimante 3D pendant des semaines et des semaines. Comme les érudits. Et qu'elle parle plus à personne, et que on a le même problème qu'un ermite qui s'enferme dans ses bouquins et qui parle plus à personne. Dans les deux cas, on dit que c'est des fous. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est mon fils qui est en train d'apprendre à tailler les pierres. Bon, il est avec son oncle et parrain, qui lui-même est tailleur de pierre après l'armée. C'est un autodidacte, ce tailleur de pierre, le parrain, enfin pas le parrain, non, c'est l'oncle. Bon. Et donc, à un moment donné, ils sont face à un petit préau qu'il faut démonter. Et l'autodidacte, il teste un peu, il voit un peu. L'autre, il dit, mais non, il faut pas faire ça comme ça, parce qu'il a appris la technicité, alors théorique, intellectuelle. Et l'autre est agacé parce qu'il dit « Oui, bien sûr, théoriquement, ça va pas marcher, mais tu sais, si on bricole un peu, ça va aller. » En fait, le machin tombe par terre. Alors, on voit celui qui a été formé intellectuellement qui fait « Mon fils », très impertinent d'ailleurs, entre parenthèses, et son oncle qui dit « Ouais, mais c'est un coup de bol que c'est cassé pour toi. » Mais en fait, quelque part, je pense que quand même, l'expérience qui va chercher la compétence parce qu'on a échoué est quand même intéressante. Et les deux s'additionnent. Les deux s'additionnent. Deuxième exemple. Mais je trouve qu'il faut pas. Je suis désolé, mais je trouve qu'on n'oppose pas. Il faut pas opposer autodidacte et intellectuel. Mais oui, c'est ça. Parce les que deux, moi, merci. Je me disais, est-ce qu'on va l'entendre? Non, parce que moi, personnellement, quand je me suis retrouvé lecteur de scénarios à des scénaristes qui ont 20 ans de carrière, parce que j'ai été plus académique entre deux guillemets dans ma formation que ceux qui ont fait les grandes écoles de cinéma. Parce que moi, j'ai commencé, j'ai lu Deleuze, la société du spectacle, j'ai lu que des bouquins. Et moi, par contre, contrairement à Jules, Jules me connaît, je suis quelqu'un de très maladroit de mes mains. J'ai zéro intelligence. On est dans le même club. Ouais, je suis pas un manuel, on va dire ça. J'ai 2 mains gauches, mais je suis un mec qui peut rester là, à lire 3 fois le même livre de 200 pages jusqu'à ce que je le comprenne bien. Et en plus, je pète un câble si la théorie ne marche pas. Ah, ça, je peux pas le faire. Ah non, mais moi, je vais lire la théorie. Marche, hein. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'autodidacte va être, bien évidemment, même si c'est seulement la matière intellectuelle ou la matière pratique, manuelle, je pense vraiment qu'à partir du moment où l'autodidacte a épousé l'expérience incarnée, palpable, comme un artisan, finalement, c'est ça, l'autodidacte. Il va... parce que l'intellectuel, quand il a touché un vieux livre
qui est sorti et qui n'a pas été lu depuis 50 ans et qui a encore l'odeur de ce livre, etc., il va épouser complètement non seulement l'idée, mais il va épouser aussi l'expérience incarnée. On est sur un fantasme presque, sur l'image que tu donnes, c'est l'œuvre en elle-même devient un objet sain. Oui. L'autodidacte, pour rejoindre Tarek, c'est l'autodidacte et celui qui sort ou le MAF qui vient de sortir d'école, meilleur ouvrier de France. Meilleur apprenti de France. Le tailleur pour reprendre le tailleur de pierre. Il y a l'expérience du terrain et l'expérience des bouquins. Et les bouquins ont été écrits parce qu'il y a des gens qui ont eu l'expérience du terrain. C'est un cycle qui continue et qui continue et qui continue. C'est ce qui fait de et tu l'as vu en faisant nombre d'années en tant que directeur d'école, oui. La théorie ne marche jamais avec tout le monde, la théorie ne marche jamais dans tous les cas, parce qu'il faut s'adapter, il faut adapter la théorie aux circonstances. Et si on n'est pas et au terrain. Si on n'est pas habitué et dans sa tête à faire une analyse de toutes les circonstances qu'on a vues pour en déduire quelque chose qui va nous aider à rentrer et à répondre à la circonstance en question, on n'y arrive pas. Donc les deux sont très complémentaires. En vrai, je suis désolé, mais en vrai, c'est aussi un peu ça. Être autodidacte, c'est aussi un caractère dans le sens où. Caractère, justement, c'est là où je veux venir. En fait, c'est les mecs qui sortent d'école, ils ont tendance, je dis pas tous, je généralise pas, mais j'ai eu pas mal de stagiaires, tu vois, qui étaient sortis d'école, ils ont tendance à, une fois le rapport de stage de fin d'études livré, ça cristallise leur savoir là. Un autodidacte, ils ne prétendent, vu qu'il n'y a pas d'accréditation qui dit oui, il sait, mais il n'aura jamais la prétention de dire qu'il sait. Alors tout dépend comment tu appréhendes le stage. Parce que pour le coup, les stagiaires que je peux avoir chez L3H, la boîte qu'on a montée avec Nathan, et des personnes qui sont derrière les caméras pour en témoigner, j'adore. Et je trouve un malin plaisir à faire ça. C'est je jette le stagiaire au milieu d'une pièce avec du matériel et je lui dis fais ça. Reviens me voir dans 1 heure. Il a une question, j'y réponds sur le tas parce que j'ai autre chose à faire. Et 2 ou 3 jours plus tard, on reprend tout dans un endroit calme où on peut répondre aux questions. Et dans tous les cas où j'ai fait ça, j'ai remarqué... l'avantage, c'est que l'audiovisuel, en plus, c'est un métier relativement manuel. Il faut comprendre les choses. J'ai remarqué que la personne emmagasinait les connaissances beaucoup plus vite que si je prenais le matériel. Alors ça, c'est un câble, ça, c'est un machin, ça, c'est un machin. Je bourrine le savoir, il doit prendre 4 Doliprane à la fin de la journée, le lendemain, on part en prestation, dans le feu de l'action, il comprend plus rien. Si je fais dans l'autre sens, bizarrement, même s'il n'a pas l'impression d'avoir emmagasiné les choses, quand je fais la synthèse technique posée avec le matériel en répondant à ces questions, tout s'éclaire et c'est imprimé là, parce qu'il a touché avec ses mains, parce qu'il a galéré 1 heure dessus. Ouais, Tarek, c'est pareil. Non, pour moi, là, je comprends, je te rejoins sur ce que tu dis. Mais ça marche pas partout. Ça marche pas partout. Je parle du moment où il a fini ce stage-là. Ça veut dire que, en fait, c'est considérer l'apprentissage comme un cursus à part et non pas une voie parallèle qui est là tout au long de sa vie. C'est ça le diplôme. C'est quand tu arrives au diplôme, tu as fini ton stage, tu as appris tout ce que tu avais à t'apprendre pour faire ton boulot comme technicien. Tu arrêtes là, sauf s'il y a une mise à jour de technologie dans ton travail ou autre chose. Sinon, tu arrêtes là. Un autodidacte n'aura jamais la prétention. Il est dans une recherche perpétuelle. Là, je le vois avec mes collègues, où on a démarré au même moment. Oui, mais alors, eux, ils sont restés là où ils ont démarré, alors que moi, j'arrête pas. Et on va il y a le syndrome de l'imposteur. On va essayer de leur dire, il faut absolument que tu aies ce que l'on appelle... Attendez, il faut la formation continue maintenant. Que tu aies un contrôle continu, enfin voilà, une formation continue, et on doit le convaincre. Et je pense que c'est là où il y a une psychologie, c'est la capacité de ne pas se lasser, de se retrouver devant l'inconnu et d'essayer de le maîtriser ou essayer de le comprendre déjà. C'est quelque chose. On dit souvent qu'il y en a, on a souvent l'expression « il est de la vieille école ». Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une expression que je vois petit à petit disparaître. Parce que, surtout, je travaille dans l'audiovisuel, donc malheureusement, j'ai pas beaucoup d'autres références, mais aujourd'hui, il y a des chefs opérateurs de 60 ans, on leur dit « oh, lui, il est de la vieille école, tu verras », et d'autres, on le dit plus, même s'il l'était. Parce que, à force de travailler avec des jeunes, il se met à la page. Mais je pense sincèrement, pour revenir sur comment on accueille un stagiaire, parce que le stage est un apprentissage, c'est une transmission de savoir. Si, dans cette transmission de savoir, on pousse à la curiosité, on pousse
à être l'audace. autodidacte. Il y a On l'audace. pousse à être autodidacte, on pousse à prendre des initiatives, et ben ça va rester ancré. Parce que la personne, elle a bien vu que j'allais pas répondre à sa question la première journée, ben elle va fouiller, elle va aller lire le mode d'emploi. Et donc, petit à petit, en faisant les 10 questions qu'elle avait, ben elle va y répondre petit à petit toute seule. À la fin de la journée, Alors, elle va en avoir 10, j'aurais plus qu'une. selon aussi quand même, Et ça il faut que tu reste dans fasses le temps. attention, Mais ça reste dans le temps. selon aussi la psychologie des gens. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des gens, ça va passer comme De une toute lettre à la façon, poste. pour un technicien audiovisuel, s'il n'est Oui, pas dans oui, cette manière, mais ça marche pas. Je n'en doute pas. Mais Enfin, par du- exemple, l'industrie ou la technologie oui, bouge à ils grande voudrais vitesse. aussi Ou qu'on alors ils fasse, finissent, qu'on fasse bien une sur des distinction. longs métrages et puis. Oui, je voudrais qu'on fasse une distinction entre autodidacte avec audacieux, donc l'audacieux qui est l'autodidacte, et le débrouillard, qui peut effectivement, C'est un la peu les deux. débrouillardise peut bénéficier Non, mais je suis d'accord, il y a une grande différence à faire. de la qualité d'autodidacte. Là, Jules vient de nous décrire comment il mène ses stagiaires et comment il conduit l'apprentissage et l'éveil à l'apprentissage à ses stagiaires. C'est tout à fait digne d'un autodidacte. Mais c'est aussi un autodidacte qui va être débrouillard. Il va revenir au Liban, il n'a pas un rond, il va acheter une machine à pain, il va faire du pain, il va le vendre à la voisine. Tu Il ressens va, des vieilles histoires. avec l'argent du pain, en racheter 2 autres machines. Il va se retrouver avec 8 machines. Pendant tout l'été, il va faire du pain tous les jours. Tout le monde va avoir besoin de son pain. Au moment où il va dire « Ciao les cocos, si vous voulez le pain, je vous vends la machine. » Bon, il y a 2 choses. Moi, j'ai jamais il vendu est la machine. libanais et J'ai deuxièmement, il est jamais vendu la autodidacte. machine. J'ai fait un feu d'artifice pour Ah oui, il l'anniversaire a de fait mon un petit feu frère. d'artifice. Mais là, ce que je veux, voilà, par cet exemple qui nous a été donné, c'est que Mais on ça, a c'est à la la base fois de la tout pédagogie auto-entrepreneur. C'est la base de autodidacte. tout auto-entrepreneur. Oui, mais non. Non, un auto-entrepreneur n'est pas forcément, et c'est pour ça qu'il y a des moments où ça ne marche pas chez un auto-entrepreneur. Parce que s'il n'a pas cette dimension de l'autodidacte, il n'y arrivera pas. Mais non, il n'est pas forcément autodidacte, mais il doit être débrouillard, autonome et curieux. Comment l'autodidacte Est-ce que débrouillard, curieux, et ça veut dire ce sont autodidacte? des, Je pense pas. ce sont C'est des des qualités qualités, que mais- l'autodidacte a, mais qui ne qualifient pas, à mon avis, l'autodidacte. Non, je pense Oui, pas. parce que je pense qu'il y a une grande différence. Un débrouillard, c'est quelqu'un qui peut faire en sorte que ça marche, peu importe les circonstances. Un autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend comment ça marche et qui fait marcher après. Et du coup, il y a une différence. Très intéressant. Ouais. Mais ça, Ça, c'est c'est très quasiment. bon, ça. Oui. C'est exactement Tu vois ça. ce que je veux dire, Khalid? Et Rose, Débrouillard. Rose, tu aboutis, Rose, à l'autodidacte, qui est donc l'amour de l'art. Oui. Te voilà maintenant re-rentré dans une caisse Ouais. qui est une école supérieure ou une faculté, c'est Ouais. ça? Ouais. Voilà. Comment tu vis pas ce retour, mais ça y est, cet aboutissement, comment tu le vis? Bah. Enfin. Franchement, ça. J'ai plus. Enfin, j'ai du plaisir à le faire, mais après, il y a quand même des peurs qui reviennent. Inévitablement. Oui, inévitablement, il y a des peurs. Et c'est légitime, et c'est normal. Bien sûr, Ça fait liées, partie de ta nature. Oui, c'est ça. Et en vrai, je pense que je fonctionnerai toujours de manière autonome déjà. Quand même si, enfin, autodidacte, même si je suis dans un système classique. Mais après, c'est quand même très différent, quand même, les écoles supérieures, que moi, quand j'ai vécu ça au collège, quoi. C'est le club des jeunes adultes. C'est ça. En fait, en grandissant, quand même, on nous fait de plus en plus confiance, même à l'école. Et que ce soit dans notre manière de travailler et tout ça, et dans notre choix aussi, dans nos choix pour le futur. On nous fait de plus en plus confiance, on nous laisse de plus en plus le libre arbitre. Et donc, ça, pour une personne comme moi, en tout cas, ça facilite les choses aussi, parce que je me dis, bah, on me fait confiance, on m'écoute, on me donne de la liberté sur ça, on me donne de l'intérêt, en fait. Donc je peux faire moi-même. je peux, Attendez. et je gagne en confiance, et c'est ce qui va me pousser à faire des choses, justement, et à vouloir prouver que, en fait, oui, j'en suis capable, et qu'ils ont eu raison de me faire confiance. Mais elle a dit un mot très intéressant, elle a parlé du choix. Oui. Ouais. Et l'envie, et le choix, j'ai envie d'aller plus loin, c'est l'envie de. Ouais. Je pense que profondément, l'autodidacte, c'est quelqu'un qui a
envie d'apprendre par lui-même et de se débrouiller. Voilà, Et exactement. il force pas. Et voilà, Exactement. motivation c'est qui ça, vient de sa lui-même. motivation est Exactement. personnelle et le but, il est nulle part. Le but, Est-ce c'est qu'il son... accepte que les autres, ça les intéresse C'est pas? Bien sûr. Bien sûr, Bah oui. c'est ma Bah propre oui. C'est même le bonheur de... Mais oui, c'est c'est tout le même, principe de- oui, c'est- c'est ma propre satisfaction en fait. C'est un petit complexe de Dieu, tu vois. C'est ça. Tu Et comprends en fait, tout seul. non mais si, C'est un non, peu ça. c'est le plaisir d'avoir réussi soi-même à faire quelque chose qu'on Voilà. pensait peut-être pas Il y a- réussir il y a à faire. peut-être- Non, et par un exemple, dans mon espèce cas, il y a d'égo aussi. l'aversion à l'autorité, c'est-à-dire que moi, je déteste de me dire ce que j'ai à apprendre. Alors, Moi, il faut pas justement, parler à je veux- l'impératif dans la vie. Tarek, je veux te poser une question. Quelle est Par ta contre, tu adores peur t'ériger. en tant que... Alors, quelle est ta peur en tant qu'autodidacte? Bah, en vrai, j'ai peur qu'il y a toujours un petit syndrome, déjà la peur du succès ou un petit syndrome de l'imposteur, vu qu'on est biberonné et c'est gravé vraiment dans les imaginaires. Peu T'as importe à quel l'impression point d'être t'es émancipé. l'imposteur. Ça, c'est la première Oui. peur. Et la deuxième, c'est en fait, bah, c'est un peu, c'est un fleuve qui tend vers toutes les peurs que j'ai, tendent plus ou moins vers ce même truc où, bah, en fait, t'as peur que quelqu'un dit, bah ouais, t'es qui pour faire du cinéma, tu vois, genre, t'as pas de diplôme. Parce qu'en fait, c'est devenu un tel monopole. Parce qu'il y a 50 ans, c'était pas le cas. Il y a 50 ans, il y avait aucun réalisateur diplômé. Est-ce que t'as pas peur de te tromper? Bah, en vrai, non, Parce j'ai que pas peur de faire des l'autodidacte erreurs. s'auto-évalue. Oui, pas forcément. Moi, je suis dans le monde du travail depuis que j'ai mes 6 ans. C'est-à-dire j'ai toujours eu quelqu'un pour... Bon, maintenant, je suis patron. Mais avant, j'avais toujours même patron, j'ai mes clients pour À m'évaluer. 6 ans, tu faisais quoi? À 16 ans, j'étais... À 16 ans? à 16 ans, Ah non. oui, tu m'as fait peur. Ah oui. Tu me dis, J'ai fabriqué des iPhones. J'ai fabriqué des iPhones. Sujet tendancieux. Non, mais... fallait qu'on parle Non, mais anglais, on hein. s'auto- À Oui, 16 je ans, pense je me qu'on rappelle, c'est mon s'auto-évalue. premier contrat et je devais avoir... En Tunisie, tu dois... Je sais pas si c'est pareil en France, je dois avoir une autorisation des parents. Oui. Oui. Bah, j'avais une autorisation de mon père pour 14 ans en travailler France, l'auto-entreprise. Ah non, en Tunisie, c'est 16 ans, c'est le minimum. L'auto-entreprise en France, Et, c'est 14 non, ans. on fait pas travailler les enfants, nous. Et à 16 ans, Mais t'es français, toi aussi. non, je suis Ah non. résident, moi, pour 10 ans. Mais du coup, j'avais mon père qui m'a fait un papier pour que je travaille comme un petit technicien, genre je devais poser un vidéoprojecteur et prendre des photos pendant les projections dans un festival de cinéma des droits de l'homme. Et c'était mon premier contrat. Après, j'ai enchaîné comme ça dans l'événementiel, dans les festivals de cinéma. Donc, en et- fait, t'as pas peur de te tromper? En vrai, si, j'ai cette pression, mais c'est la même que tout. C'est-à-dire, ma peur, elle découle pas du fait que je sois autodidacte, mais plus du fait qu'il faut voir ce que je fais en travail. Je suis quelqu'un de très, très, très exigeant dans le Donc, t'as travail. peur de ta légitimité dans ton Oui, expérience. c'est plus ça. Bah, Ouais. tu m'avais dit un truc Ok. qui était Et- super, c'était quand je fais quelque chose, quand je fais un projet bénévole, je le fais encore mieux qu'un projet pour lequel Oui. je suis payé, parce que le projet bénévole, je m'investis entièrement dedans Il faut et que il ça vaille le représente coup. et il Mhm. représente vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais je suis totalement Et d'accord l'autre, avec lui il fait là-dessus. pour l'argent, tu vois. Oui, pour payer le loyer, et quoi. l'argent, et on va mettre la qualité là où est-ce qu'on nous a payé. Voilà, Alors ça que s'arrête l'autre, là. notre, T'as payé 1000 Torabil, t'as payé oui, 2000 mais sauf que Torabil. notre temps, il est beaucoup plus intéressant que ça, Ouais. et autant faire quelque chose de magnifique. Et Alors- je vais en profiter Ouais. pour remercier les équipes qui m'accompagnent aujourd'hui sur Bien Débat sûr, Court. Jules. Parce que franchement, ça Alors, serait pas mais possible Jules, On pour les sans voit eux. l'instant- pas là, mais on a qui sont par Pour terre. l'instant, Jules, pour l'instant, je voudrais savoir quelle est ta peur en tant qu'autodidacte. Parfois, j'ai peur d'être dépassé un peu par les choses. Quand C'est ça, tu rentres de dans pas- un de pas sujet, avoir non mais suffisamment connu. je rentre dans un sujet et je vais m'enfoncer tellement profond dedans que je risque de pas en sortir ou juste de rester bloqué ou alors d'exclure parfois les gens. Quand j'ai un ami qui s'appelle Vincent, on est tous les deux autodidactes sur le métier de chef d'équipement, c'est-à-dire connaître le matériel audiovisuel. On nous met tous les deux dans une pièce, on commence à parler de capteurs et de comment sont construits les capteurs. Vous partez On part et on loin. peut partir 3 heures, 4 heures. Voilà. La dernière fois, il était C'est- avec une vous amie êtes à la pas maison. vous éparpiller, mais Ah non, aller mais trop loin. on, quoi. on était il était venu avec une amie à la maison, on a donné un chandelier à l'ami, puis on a parlé. Ouais, c'est le côté obsessionnel. C'est vrai que ça crée un côté obsessionnel. Voilà, c'est où, ça, c'est assez obsessionnel. ce que tu apprends, Après, ça te définit, oui. ça commence à te définir. Moi, je suis pareil sur quand on me lance Mais sur c'est les ça. procédés scénaristiques, les arcs narratifs et tout. Bah, je peux Ça prendre finit des par heures vous à parler. définir. Oui. Oui, alors Ça oui, te ah non, bouffe. non, Il ça faut le finit, ça nous définit l'autodidacte complètement. doit rester lui-même Ça te bouffe, et ouais. ne Bah, doit surtout pas, quand on fait ton métier. voilà. Bah oui. Mais ma peur, moi, plutôt, moi, si je devais rebondir sur les peurs, du coup, c'est plutôt de tellement être autodidacte et genre. Moi, j'ai du mal à rester constante, en fait, dans mes projets. Genre,
c'est-à-dire que quand je commence quelque chose, j'ai tendance à vouloir commencer tout en même temps, en Et fait, c'est ça. ce que j'ai dans la tête. Et du coup, c'est ça que j'ai l'idée de se laisser submerger, c'est que, genre, j'arrive pas à, comme j'ai pas forcément un plan des étapes par où je dois passer, même si je sais que si j'avais un plan, rien à carrer du plan, mais en fait, du coup, j'ai tendance à tout commencer en même temps. Non, mais c'est vrai. Et du coup, j'ai tendance à... C'est pas à cause de toi que je rigole, t'en fais ok. pas. Je pense à un ami autodidacte qui est dans les mêmes, qui a un peu le même syndrome. Tout commencer en même temps et rien terminer et Voilà. se retrouver submergé Et par du coup, trois ça va être projets en même temps. ça va être ça mon challenge, en fait. Alors, Ça va être d'aller au bout. Mes amis, nous allons conclure. Et ce que je voudrais que l'on retienne, c'est 2 éléments. Le premier, c'est pour moi, dans notre société, l'autodidacte est le levain dans la pâte. Et deuxième point, l'autodidacte est la confirmation qu'une vie professionnelle, qu'un acte professionnel, qu'il soit de l'art, audiovisuel, éducation, pareil, production, etc., sont de qualité. Parce que ça a attiré des gens qui n'y étaient pas préparés et qui ont envie de plonger dans cet univers. Donc, ce sont pour moi des indicateurs positifs pour le bon développement professionnel dans notre société. Voilà. Si on a des autodidactes dans notre monde professionnel, nous tous qui peut-être restons un peu classiques, nous avons des autodidactes qui nous entourent et qui peut-être sont nos propres chefs, eh bien rassurons-nous, ils nous montrent la qualité de ce que nous faisons et l'intérêt et le sens de ce que nous faisons. Car un autodidacte ne va jamais à un endroit banal et sans couleur, sans odeur. On est d'accord ? Bien formulé. On est d'accord. Je vous remercie. On se retrouve dans des prochains épisodes de notre saison 4. À bientôt et merci à vous. Merci.